limitée à cause du risque de séquelles, mais elle est indiquée lorsqu'il y a une amplification de l'oncogène NMYC. Donc, comme autre tumeur rétropéritonéale extrarénale, nous avons le phéochromocytome, qui est un paragangliome développé aux dépens de la médullosurrénale sécrétant des catécholamines. Donc, un paragangliome, c'est une tumeur développée aux dépens des paraganglions, qui sont des groupements de cellules neuroendocrines situés le long des axes vasculonerveux de la tête, du cou et le long de la colonne vertébrale. Donc, comme signe clinique, on a le syndrome tumoral, avec altération de l'état général, fièvre, avec une masse abdominale qui est rarement palpable. Donc, les signes liés à la sécrétion de catécholamines, à savoir une hypertension artérielle paroxystique, la triade de Ménard, céphalée, sueur, palpitation. Donc, sur le plan biologique, il y a le dosage des méthanéphrines urinaires ou plasmatiques. L'imagerie va nous permettre de visualiser la masse. Donc, c'est l'échographie abdominopelvienne et la tomodensitométrie. Donc, le traitement repose sur la chirurgie et une surveillance prolongée car il y a un risque de rupture, de rechute. Donc, à présent, nous allons parler des tumeurs intrapéritonéales hépatiques, à savoir l'hépatoblastome. C'est une tumeur maligne primitive d'origine épithéliale, intéressant une partie ou tout le foie, donc qui est très fréquent chez le jeune nourrisson avec un âge médian de 18 mois. Donc, il est très fréquent chez le sexe masculin. À la clinique, on a une augmentation du volume de l'abdomen, une circulation veineuse collatérale, une perte de poids, une anorexie. Donc, le diagnostic va reposer sur le dosage de l'alpha-photoprotéine et l'échographie. L'histologie va confirmer le type, à l'histologie, on aura la confirmation du type histologique et on sera amené à faire un bilan d'extension avec l'écho, la tomodensitométrie ou l'IRM. Donc, comme traitement, il repose sur la chimio préopératoire, la résection chirurgicale et la chimio post-opératoire. Donc, il est de bon pronostic avec un taux de survie de 70%. Donc, les facteurs étiologiques sont le plus souvent génétiques. Sinon, les tumeurs hépatiques secondaires, les métastases. Donc, comme autres tumeurs intrapéritonéales mais extra-hépatiques, nous avons le lymphome de Burkitt, qui sont des tumeurs digestives développées aux dépens du tissu lymphoïde. Donc, il est souvent induit par l'Epstein-Barr virus. Il est rare avant l'âge de 2 ans avec un pic de fréquence vers 7 ans. Les localisations les plus fréquentes sont maxillofaciales, abdominales et thoraciques. Donc, les signes révélateurs, ça peut être une invagination intestinale aiguë ou bien une occlusion intestinale aiguë, une augmentation rapide du volume de l'abdomen ou bien devant la découverte d'une masse abdominale. Donc, à la clinique, comme signe fonctionnel, il y a la douleur abdominale. Les signes généraux, l'altération de l'état général. À l'examen physique, on a une volumineuse masse. Donc, il faudra rechercher une hépatomégalie, une splénomégalie, des adénopathies et une acide éventuellement. Donc, et faire un examen somatique complet. Donc, à l'échographie, on aura une tumeur péritonéale avec aspect dense épaissi, donnant l'aspect typique en sandwich ou bien en cocarde. Donc, là, il faudra faire également une cytologie du liquide de ponction d'acide qui va rechercher les cellules malignes. Une biopsie transcutanée peut également être faite qui va permettre de confirmer le diagnostic. Concernant son traitement, c'est une tumeur qui est chimiosensible et chimiocurable. Donc, la radiothérapie est actuellement abandonnée. La chirurgie n'est indiquée que si la tumeur est révélée par une invagination intestinale aiguë ou bien en cas de masse résiduelle au moment du bilan de rémission. Donc, comme autre tumeur intrapéritonéale extra-hépatique, nous avons le lymphome de Hodgkin à localisation abdominale, les tumeurs du pancréas qui sont rares chez l'enfant et souvent ce sont des métastases. Donc, nous allons à présent parler des tumeurs abdominopelviennes, les tumeurs ovariennes, donc qui se manifestent par des signes endocriniens, à savoir une virilisation ou bien une puberté précoce. Donc, les marqueurs biologiques qui sont en faveur des tumeurs ovariennes sont l'alpha-photoprotéine, les bêta-HCG. Donc, l'histologie va confirmer en montrant une tumeur germinale ou bien un tératome, ou bien un carcinome qui est de mauvais pronostic.
Nous avons également, comme tumeur abdominopelvienne, les tératomes sacro-coccygiens, qui se manifestent par une déformation associée de la fesse et ou du périnée. Donc, il faudra surveiller l'alpha-photoprotéine. Donc, à présent, on va passer au diagnostic de retentissement. Donc, sur le plan général, on a un retard de développement. On peut avoir un retard de développement psychomoteur. Sur le plan nutritionnel, une malnutrition. Et sur le plan hématologique, une anémie. Donc, il faudra rechercher également le syndrome de Lise tumorale qu'il faut rechercher systématiquement, donc, qui est défini comme étant des troubles métaboliques sévères, secondaires à la destruction cellulaire massive qui est spontanée ou bien au cours d'une chimio. Donc, sur le plan clinique, il se manifeste par une triade, sur le plan biologique, par une triade hyperuricémie, hyperphosphatémie et hyperkaliémie. Donc, sur le plan clinique, il y a une insuffisance rénale, une arythmie cardiaque. Donc, comme bilan, il faudra donc réaliser un ionogramme sanguin, les gaz du sang, un bilan rénal, l'uricémie et faire un ECG. Donc, le traitement repose sur l'hyperhydratation, le traitement de l'hyperkaliémie et de l'hyperuricémie. Donc, on a également un retentissement psychosocial du fait que la maladie est une maladie chronique. Donc, il peut y avoir des exclusions sociales, bien une stigmatisation. Donc, il y a également un retentissement sur le plan scolaire avec l'absentéisme. Donc, comme diagnostic, on va passer au diagnostic différentiel. Donc, il va s'agir d'éliminer toutes les masses abdominales et abdominopelviennes non tumorales. Le contexte clinique